vous rappelle pour les caméras, pour ceux qui sont sur leurs ordinateurs, sur YouTube, on est le dimanche 27 mars pour la conférence Édouard Delavier, se comprendre pour mieux s'entendre, relation homme-femme. Alors, on va enchaîner avec la prochaine question, le prochain thème pour Monsieur Delavier. Les hommes trompent-ils tous leurs femmes? Bon, alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est... Quoi? Alors, je répète la question. Les hommes trompent-ils tous leurs femmes? Ou sont-ils tous tentés de le faire? Voilà, ou le feront-ils tous un jour? C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, même s'ils ne trompent pas leurs femmes, tout le temps, ils ont envie de le faire ou sont tentés de le faire. Hein. C'est pour ça qu'on voit des sites de cul partout qui fleurissent sur Internet. Hein. Il y en a des milliers et c'est un des plus gros marchés, Internet, c'est les sites de cul. Tous les mecs matent les filles. C'est normal. L'homme est toujours attiré, même s'il est avec une femme. Alors, il y a un paradoxe chez l'homme, c'est que l'homme est très sentimental. Hein. On voit beaucoup de suicides quand une fille quitte un homme. Il pète les plombs et il se suicide, il est dépressif. Moi, j'ai eu beaucoup de petits jeunes qui m'appelaient « Fred, ça va pas du tout ». Chiffre, je le cite tout le temps, les hommes se suicident en nombre, en tentative, 2 fois moins, mais réussissent 4 fois plus. Voilà. Donc, c'est pas moi, c'est les stats, INSEE. Donc, il y en a un, c'est un appel, regardez-moi, j'ai un problème. Et l'autre, c'est insupportable et je ne peux pas le vivre. Et l'homme, il est vraiment romantique et sentimental. L'homme, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la brute épaisse. Mais paradoxalement, l'homme, dès qu'il voit un cul bouger, il a envie d'aller dessus. Il est programmé. Pourquoi? Parce que l'homme n'est jamais sûr de sa progéniture. Donc, il est programmé pour aller chercher un maximum de femmes. Donc, c'est le problème. Alors que la femme, elle sait qu'elle est la génitrice. Elle est en elle. C'est elle qui donne la vie. C'est la matrice. Donc, elle a moins ce désir d'aller partout. Et le problème, c'est que l'homme, il a été programmé, si vous voulez, il y a eu une sélection qui a fait que c'était les hommes les plus sentimentaux mais en même temps, qui étaient les plus coureurs, qui avaient le plus de chances de transmettre leur gène. Pourquoi? Parce que s'ils étaient sentimentaux, ils retournaient vers les femelles avec qui ils s'étaient reproduits, en leur apportant à manger, en les nourrissant, les protégeant. Vous voyez, mais ils en avaient plusieurs en même temps. Donc on a affaire à des gros bêtas sentimentaux, coureurs de jupons. Alors que la femme, elle, n'est pas comme ça, puisque elle, c'est la génitrice, c'est la mère. Donc elle a besoin surtout d'avoir un mâle dominant, un vrai mec qui peut la protéger. Un mec qui la protégera et qui la sécurisera. Alors évidemment, maintenant la sécurité est acquise par deux choses, qui est acquis plus par la possession calorique, hein, la possession d'un toit, par exemple en Europe. Si le mec il n'est pas possédant, il aura du mal à assurer la vie de ses petits. S'il n'a pas de réserve énergétique, vu l'hiver, hein, il va y avoir des problèmes. Donc la femme va être attirée par un mâle possédant, et comme souvent la possession c'est de père en fils, on peut souvent perdre de l'énergie chez l'homme, bien qu'on gagne de la possession calorique. Donc la femme va être dans ce truc d'être attirée par le mec en costard, mais le mec en costard qui des fois n'a pas d'énergie parce qu'il a acquis de sa famille. Voyez, donc il y a un juste milieu. Donc la femme est des fois attirée par le macho un peu viril qui est là, donc il sera énergétique, il aura la capacité d'aller à droite à gauche transmettre ses gènes, donc un mâle énergétique, mais aussi par le possédant qui n'est pas forcément le même. Donc on se retrouve avec des fois une petite une schizophrénie chez la femme due justement des fois à la séparation de la possession et de l'énergie. Alors des fois du côté énergétique, mais des fois on peut trouver les deux, hein. Ça arrive, hein. On peut trouver des possédants énergétiques. Alors là, c'est le comble, c'est ce que recherche réellement la femme. Mais elle ne recherche pas ça parce qu'elle est intéressée, elle recherche ça parce que de toute façon, c'est la meilleure option pour transmettre la vie. Voilà, et la sécuriser. Alors, les hommes trompent-ils tous leurs femmes, Stéphane, ou est-ce qu'ils sont tentés de le faire? Moi déjà, j'ai noté et apprécié que Frédéric Delavier avait dit que les hommes étaient des gros bêtas. Romantiques et sentimentaux. Des gros bêtas romantiques et sentimentaux, ça confirme largement mes analyses. Et alors c'est bizarre parce que quand tu dis ça sur les hommes, tu n'as aucun mouvement de protestation. On aurait fait la même phrase en inversé, on serait tombé de leur chaise, Karine aurait pété un câble, avec son couteau de cuisine, elle m'aurait trucidé. Et je suis plus méchant. Je dis que les femmes ne sont absolument pas romantiques, et c'est pour ça qu'elles recherchent dans les romans quelque chose qu'elles ne connaissent pas.
Hein, elles sont pas, en général, elles sont pas si romantiques que ça. Hein. Entièrement d'accord. Elles sont même dures. Moi, j'ai vu des filles quand elles t'abandonnent, l'ayant vécu dans ma jeunesse, c'est ce que vivent beaucoup de jeunes hommes au début qui sont un peu romantiques. Ils voient leur copine et puis m'a quitté, j'ai tout fait pour elle. Et ils sont là, mais les mecs, ils sont détruits. Puis ça me rappelle ma jeunesse, j'ose pas le dire, mais j'étais comme ça. J'ose même pas en parler. Mais pourquoi Vas-y, balance. Si tu balances, je balance. Pourquoi si mes parents mes parents m'ont pas appris ça? Je veux dire, on est dans le mensonge. Et moi, je viens sur Terre ici pour vous apprendre qui vous êtes réellement. Et moi, j'étais là, mais j'étais limite au suicide. Mais pourquoi elle m'a quitté? Mais pourtant, je suis bien. Et non, il faut ça, c'est l'homme. On a un côté attaché à sa femme. Moi, je me souviens d'une copine avec qui j'étais resté 7 ans. Je m'étais battu pour essayer d'avoir. Vous voyez, elle me quitte, hein, elle me largue comme des chaussettes, comme on dit, hein, et j'ai été effondré. Vous voyez, alors que elle était capable de partir. Et hop, on a oublié cette handicap, bien qu'elle soit amoureuse. Elle était vraiment amoureuse, mais elle a tourné la page. Elle a tourné la page parce que je ne suis plus fondamental à sa survie. Elle en a trouvé un autre. Alors que nous, le fait d'être romantique, hein, et de continuer à nourrir les femelles et de les aider, d'essayer de les protéger, garantissait la survie de notre progéniture. Alors qu'elle, quand elle nous quitte, c'est qu'elle en a trouvé un autre, en général. Hein, donc elle trouve un autre mec, elle se barre. Oui, c'est comme les singes qui vont de branche en branche, on n'en quitte jamais une avant d'en avoir attrapé une autre. Ben voilà. Donc on a des intérêts un peu divergents, mais en vérité, un grand intérêt convergent, c'est la survie. Alors, première fois de cette petite conférence, je ne suis pas d'accord avec la dernière phrase de Frédéric Delavier. Je ne pense pas que l'élément déclenchant du départ des nanas, ce soit un autre homme forcément. Je suis pas d'accord avec ça. Mais j'ai pas dit non, j'ai dit moi elle est partie pour un autre homme. Pas d'accord comme oui, ça. mais moi j'ai pas dit qu'elle est. Moi c'est pour un autre homme, mais il y en a qui partent aussi parce qu'elles peuvent trouver le mec qui est loser et à ce moment-là en chercher un autre. C'est pas forcément. Moi je vais vous expliquer, mesdames, pourquoi vous recevez toujours des SMS de vos ex le dimanche soir et pourquoi les hommes ne reçoivent pas ou très peu souvent de SMS de leur ex le dimanche soir. Ça dit quelque chose à quelqu'un ? Voilà, merci de me soutenir. Si nous envoyons des SMS à nos ex le dimanche soir, c'est parce que nous partons au mauvais moment. Les femmes partent sûres d'elles. Nous, on part sur le coup de la colère. Imaginez que ce que vous appelez être amoureux ou pas, donc ce que vous voyez comme un interrupteur binaire, genre je suis amoureux pendant 3 ans, 4 jours et 18 heures, et tout à coup, pim, quelqu'un éteint la lumière, je ne le suis plus. Grâce à un merveilleux article de Julien qui remonte à plusieurs années, nous avons compris que ce n'était pas t'as vu, j'ai la mémoire des articles. Ce n'est pas un interrupteur binaire, c'est une courbe. Le niveau d'intérêt est une courbe entre 100 et 0. 90, 100 et 0 étant encore une fois des asymptotes inatteignables. 99,9 veut dire que vous mourriez pour une personne, que vous feriez tout pour elle, que vous lui donneriez votre vie. 1% veut dire que vous seriez prêt à la tuer et à aller manger un sandwich derrière. La partie intéressante, c'est le 50. Quand la courbe de niveau d'intérêt d'un homme fait une pente douce et que de dispute en dispute, de différent en différent, il arrive à 51, 50, 49, à 49, il veut se barrer. Je précise au passage, gardez bien l'articulation en tête, je précise au passage que la sexualité n'est pas un indicateur du stade où vous en êtes. Pourquoi ? Parce que le paradoxe, c'est que quand une relation se ternit, quand la courbe baisse, il y a un moment dans la zone rouge étant 50-55, il y a un moment où la sexualité redevient mieux. Parce qu'on perd le respect que l'amour donnait. Hein ? L'amour féminise. Un homme amoureux surrespecte sa femme. Rousseau, Lacan, l'amour féminise. Donc, tout à coup, l'homme ou même la femme qui a une forte part masculine, quand elle arrive dans la zone des 50-55% de niveau d'intérêt, on est en général, après les disputes, on sait qu'on est quasiment plus ensemble, on sait qu'on n'a pas d'avenir, on a même arrêté de se disputer, on a arrêté de se battre, et on redevient amant. Donc c'est pour ça que quand des couples, ou quand des individus on ne consulte pas un sociologue, on consulte un psy, quand ils me questionnent, je ne fais pas une réponse de psy à la Brigitte Lahaie ou à la quoi que ce soit, prenez des vacances, prenez soin de vous, prenez un bain. Non. Votre sexualité remontera avant que vous vous quittiez, mathématiquement. Parce que vous prendrez votre femme et une femme fera des câlins à son homme comme si c'était déjà plus le sien, donc ça redevient excitant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'était la parenthèse. Donc, l'idée essentielle, c'est que la courbe de niveau d'intérêt, c'est l'état de santé
de votre relation, comme la température corporelle entre 37 et 40. Au-delà de 40, ça commence à être un peu dangereux. L'homme part à 49. Ou plutôt, il tente de partir à 49. Il peut éventuellement être retenu par des menaces de suicide, des bons petits plats, ou le fait qu'il ne peut pas se loger parce que, contexte économique, pression sélective sur les appartements, se quitter, c'est très cher. Mais sinon, à 49, il veut partir. La femme, à 49, elle ne part pas. À 49, elle passe en mode ressentiment. Et elle va rester avec vous jusqu'à 39, et elle va observer tout ce qui la dégoûte. Elle va observer le fait que vous ronflez. Elle va observer le fait que vous avez un petit tic qui l'agace. Elle va regarder votre cheveu mort sur le bidet. Elle va, tout ce qui la dégoûte, elle va l'enregistrer, le regarder et créer ce qu'on appelle du ressentiment. Et quand elle part à 39, elle a eu 10 points de ressentiment en plus que vous et elle ne rappelle jamais. Je parle du cas où la femme part, pas où elle est quittée. Quand on est quitté, on rappelle toujours. Non, je parle du cas où on décide de partir. La femme décide de partir à 39 avec un bagage à la main droite qui s'appelle ses affaires et avec un bagage à la main gauche qui s'appelle du ressentiment. L'absence de texto le dimanche soir des femmes, enfin plutôt le fait que nous, on ne soit pas relancés dans des moments de tristesse, vient du bagage ressentiment. Elles ont eu 10 points, c'est-à-dire ces 10 points, ça peut être un mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 10 ans. Vous savez, quand ces femmes disent je vais le quitter, comme Jacqueline Sauvage, là, 16 ans, c'est le ressentiment. C'est à quel moment je vais arriver aux 39%. Combien de temps il me faut pour construire suffisamment de ressentiment pour être sûr de ne pas y retourner. Nous, on n'a pas ça. Nous, dès qu'on n'a plus le désir, l'affection, le romantisme, et comme on est des gros bêtards et qu'on ne calcule pas dans ce contexte-là, à 49, on se casse. Résultat, on n'a pas le bagage du ressentiment, et résultat, au moindre changement de fortune, au moindre coup de blues du dimanche soir, au moindre verre en trop, Christelle, je sais que tu dire que... On fait ça, parce qu'on n'a pas la valise ressentiment. Donc... Alors pourquoi tout simplement parce qu'on les nourrit. Si elles étaient faites pour faire des enfants, elles étaient tout le temps avec des enfants. Donc, on est tout le temps obligé de les nourrir en permanence. Donc, on n'a pas ce ressenti, on a tout le temps cet attachement. On arrive à avoir moins de ressenti pour les femmes parce que, en vérité, on va les aider, les nourrir et qu'on a souvent des petits. Il faut savoir que les couples, avant, ils avaient tout le temps des enfants. C'était en permanence. Il n'y avait pas ces couples qui ont des aventures, qui baisouillent, qui restent ensemble, tout ça, qui n'ont pas des enfants parce qu'on n'a pas un appartement assez grand. Avant, il fallait faire des enfants, autrement il n'y a plus d'humanité. Hein. Donc on en faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'époque de Tolstoï. Je lis Tolstoï actuellement, j'écoute dans ma voiture, il y a tout le temps des morts, des enfants qui meurent. Tu vois, donc tu es obligé d'en faire pas mal. Donc l'homme, il est tout le temps obligé de s'attacher à la femme, et il est tout le temps obligé d'être... Il est programmé pour ne pas avoir de ressenti pour la femme, même si elle l'emmerde. Parce que s'il continue à être attaché, il la nourrit et elle survit. Tu vois. Et elle, quand elle va partir, en général, c'est quand même qu'elle a... gros sur la patate. Qu'elle a gros sur la patate et qu'elle veut assurer son... Elle part avec sa matrice, quoi. Elle part avec la vie, la programmation sur la programmation de donner la vie, tu vois. Hypothèse très intéressante, je vais y réfléchir 3 mois et on s'en reparle à la prochaine petite conférence. Pour revenir à la question de Léo, qui était, les hommes vont-ils tous vous tromper? Il faut comprendre que, alors autant l'analyse précédente était de moi, autant celle-ci n'est pas de moi, je l'ai empruntée, et je cite mes sources, question d'élégance, à une dame que je rêve d'épouser, mais le problème c'est qu'elle a 92 ans, c'est Esther Villard, sinon j'aurais déjà fait ma déclaration. L'amour masculin repose sur 2 instincts, qui sont la sexualité, celui-là je pense que c'est pas la peine de vous faire un dessin, et la protection. Le problème c'est que ces 2 instincts sont incompatibles. On désire sexuellement quelqu'un qui est notre opposé physique. Un homme très masculin désire une femme très féminine et vice-versa. On désire un être qui est notre opposé physique, mais notre équivalent intellectuel. On ne peut pas désirer très longtemps un con ou une conne. C'est rigolo au début, mais c'est fatigant. Donc je répète, le désir ne survit que dans l'exogamie physique, c'est-à-dire la complémentarité des taux et des doses HF, l'exogamie physique, l'autre physiquement,
mais l'endogamie intellectuelle. On ne peut pas désirer très longtemps quelqu'un de très con ou de infiniment supérieurement intelligent à nous. C'est rigolo au début, mais ça demande un nombre de compromis et de conciliation qui est fatigant. Donc, ça, c'est donc amour et sexe. L'amour repose sur sexualité et protection. Le problème, c'est que l'instinct de sexualité, comme je viens de vous le dire, présuppose que l'autre soit notre équivalent intellectuel, sauf que l'instinct de protection sous-entend que l'un feint ou se prétend inférieur à l'autre. Et c'est là toute la puissance de l'argument d'Esther Villard, c'est que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes, c'est que les femmes, dans bien des domaines, feindre, Karine, font semblant d'être inférieures à nous, car faire semblant d'être moins forte, de ne pas savoir utiliser le quelconque objet, ah non c'est trop compliqué, il y a 3 boutons, je sais pas, t'es meilleur que moi, faut ajuster la fenêtre, ah ben non je sais pas, il y a une vis, ce genre de phrase qu'on entend tout le temps, on n'y fait plus attention, ah ben non je sais pas comment ça marche ça, je te laisse faire, tous ces noms je ne sais pas sont feindre d'être moins intelligentes pour activer chez l'homme l'instinct de protection. Car quand on a un être qui feint plutôt bien, qui joue bien la comédie et qui semble vivre dans un monde trop dur et trop complexe pour lui, ça active un truc chez nous qui est « je vais protéger cet être ». Plus une nana fait la femme enfant, plus elle fait celle qui comprend rien et celle qui est menacée, et plus elle fait celle qui est entourée d'un monde opaque de choses compliquées, plus ça active chez nous, et ça doit réveiller des souvenirs chez certains hommes, plus ça active chez nous l'instinct de protection. Le problème, c'est qu'on ne peut pas protéger et désirer ensemble très longtemps. Pourquoi? Parce que je l'ai dit il y a 5 minutes, on désire son équivalent intellectuel. On protège un inférieur intellectuel. Je répète, c'est une feinte. Les femmes ne sont pas plus connes. Elles font semblant de faire les connes sur certains points très précis pour nous faire sentir plus hommes. Hein. On a tous été fiers d'ouvrir un pot de cornichons parce qu'elles faisaient semblant de ne pas y arriver. On a tous été fiers de débloquer le magnétoscope ou de débloquer l'ordinateur parce qu'elle a tout planté et que tout fièrement elle est arrivée. Il est cassé. On a tous été fiers, et c'est vrai, on a tous été fiers. Il y a une question que je me pose. Il y a une question que je me pose. On a tous été fiers de débloquer un moteur, on a tous été fiers de réparer quelque chose. Cette fierté, c'est le sentiment de protection qui s'active. Du jour où ce sentiment de protection s'active, du jour où on se met à bricoler, à réparer, à tout sauver, le désir sexuel se met en berne et il baisse. Le désir sexuel n'est pas compatible sur la durée avec l'instinct de protection. Et ça, et je valide Esther Villard, encore une fois, je la demanderais volontiers en mariage si elle avait 15 ans de moins, 20. La femme pousse inconsciemment l'homme à la polygamie, car il va chercher ailleurs l'instinct sexuel qu'il ne peut plus avoir pour quelqu'un qui, entre guillemets, fait la conne. Voilà. Toutes les plaintes et les réclamations sont envoyées à cette... non, je plaisante. Là je les prends parce que je suis sur sa ligne. Je pense que certaines attitudes et stratégies de féminité consistent à feindre, à faire semblant, à jouer la faiblesse, la candeur, l'incapacité à résoudre les problèmes pratiques. Ça active d'abord un effet de plaisir et de sentiment de force, de courage chez l'homme. Le problème, c'est qu'à long terme, ça tue le désir. Parce qu'on ne peut pas désirer quelqu'un qu'on trouve limité. Et ça pousse l'homme à nourrir un désir pour d'autres femmes qu'il espère dans une espèce de cercle sans fin, qu'il espère être à la fois son exogame physique, c'est-à-dire son parfait complément physique, être attiré visuellement, mais à la fois son équivalent intellectuel. Donc voilà ma réponse. Réponse, encore une fois, je cite mes sources, moi je ne pique pas des concepts sur Internet. Voilà la réponse à la question. Les hommes trompent-ils tous? L'homme vous trompera peut-être, mais il vous trompera certainement si vous jouez à la conne. C'est-à-dire que plus vous adoptez des stratégies infantilisantes et plus vous activez son instinct de protection, moins il aura de barrières à vous tromper.
plus il vous respectera comme son égal, l'égalité n'étant pas quelque chose qui se réclame, mais qu'on combat pour en démontrant avec son cerveau qu'on est le même. Plus on a l'égalité, plus vous démontrez votre égalité intellectuelle, moins vous avez de chances qu'il vous trompe. Plus vous activez son instinct de protection, et donc plus vous obtenez des petites victoires rapides, mais maléfiques entre guillemets à long terme, plus il a de chances de vous tromper. Voici la réponse la plus complète, la plus honnête et la plus intelligente que j'ai lue sur ce sujet. Peut-être alterner, alors dans ce cas-là, elle commence en attirant le mec par un désir de se protéger, et après, elles doivent changer d'attitude. Donc le but, c'est ça, c'est d'attirer dans un premier temps en faisant la femme enfant, et après de montrer que derrière, qu'on peut être quelqu'un intellectuellement. Mais le problème, c'est que cette attitude dont tu as parlé, c'est de feindre, mais inconsciemment, à la base, elles le font. Et à partir du moment où c'est ça, on peut continuer à feindre inconsciemment au début, et après, passer dans un domaine où on montre qu'on aide, qu'on est au même niveau, quoi. Qu'on n'a pas besoin de protection. Et là, ça rassure aussi le mec. Mais peut-être pour l'attirer, il faut utiliser son côté un peu animal, de vouloir protéger une femme, sentir un mâle. Quelque chose à rajouter là-dessus? La petite anecdote qu'on a entendue, Stéphane et moi, mais qu'eux n'ont pas entendue sur l'hystérie. Une petite explication sur l'hystérie féminine. Ah oui, l'hystérie féminine, oui, ça vient de la schizophrénie de la femme, de vouloir un homme protecteur, un homme qui reste à la maison, qui est gentil, qui pourrait élever les petits avec elle. Donc elle est attirée par l'homme légal qui vient à la maison, qui aide les petits, qui est à côté. Donc ce qu'on appelle un gentil, qui fait des câlins très doux, affectueux, mais aussi être attirée par un mâle dynamique, un mâle coureur de jupons. On est une femme qui a plusieurs amants, on appelle ça une salope. C'est bête, c'est primitif, pas moi, mais dans le langage populaire. Alors qu'un homme qui court les femmes, c'est pas un salaud, c'est un coureur de jupons. C'est un séducteur, un Casanova, je sais pas comment on appelle ça. Donc elles sont dans une schizophrénie où elles cherchent la protection d'un homme, mais si le mec est trop près d'elle, comme on appelle en Allemagne un mumu, il est là, il est gentil, il fait des bisous, elle va vite s'en lasser parce qu'elle est aussi attirée par l'homme séducteur et l'homme qui regarde les autres filles. Alors, elle ne veut pas inconsciemment qu'il aille avec les autres, mais un mec qui va avec les autres l'attire profondément parce que ça donnera un géniteur qui aura des petits dynamiques qui maximiseront les chances de transmettre la vie en ayant un maximum de femelles. Alors, c'est primitif. Donc, elles sont je parle des femmes, elles sont dans une espèce de schizophrénie qui génère justement ces crises d'hystérie. Et c'est pour ça qu'on voit les femmes, des fois, moi par exemple, je vais nulle part, j'ai pas le temps, et je vois la mère de mon fils, même si je suis pas avec, qui regarde mon ordinateur, qui regarde tout, en essayant de trouver si je vais à droite et à gauche. En vérité, elle se rassure au fond d'elle, et elle s'excite en se disant, je suis allé avec un homme coureur, je suis allé avec un mâle ayant de l'énergie, donc ça la rassure inconsciemment d'avoir un mâle qui pourra transmettre ses gènes. Donc elles sont dans une espèce de schizophrénie, vouloir celui qui est à la maison, qui l'aide, qui reste à côté, elle est tout pour lui, mais si c'est ça, c'est que c'est un homme qui n'a pas d'énergie, parce qu'un homme qui a de l'énergie a envie de courir après tous les culs, quoi. Donc il faut les laisser fouiller notre Facebook. On est dans un problème, c'est-à-dire qu'elles veulent, et d'où l'hystérie, la schizophrénie féminine, c'est-à-dire qu'elles sont entre vouloir la stabilité, l'énergie, pour aider des petits et les accompagner des petits à croissance lente, donc les stabiliser, leur permettre de réussir en vie quand même dans une société. On est l'animal qui a la société la plus complexe. Donc 2 parents, c'est mieux qu'un. Mais d'un autre côté, si c'est un papa qui fait uniquement attention aux enfants, qui est tout le temps à côté de la maman, c'est un mauvais point aussi, c'est un bon point d'un côté, c'est un mauvais point aussi, c'est-à-dire que c'est un homme qui n'a pas beaucoup d'énergie pour aller transmettre ses gènes partout. Mais c'est pas bien pour elle au niveau énergétique, mais ça sera bien pour ses petits qui auront de l'énergie et qui pourront transmettre leurs gènes et optimiser ses chances de transmettre ses gènes et d'avoir une grande descendance. Donc vous voyez, on est dans un problème, une schizophrénie féminine qui mène à l'hystérie.
Donc, il faut comprendre les femmes. Et souvent, je sais pas, je pense qu'il y a des femmes qui ont dû ressentir ce besoin d'aller en permanence sur les ordinateurs, de chercher partout. Frédéric, je crois qu'il est bientôt l'heure. Ouais. Juste la fin de la phrase. Non, c'était bon. Ok. Alors, donc c'est bientôt l'heure. Je crois que Karim qui est en train de dormir, non? Non, alors j'imagine que vous avez tous noté des questions soit dans votre tête, soit sur votre petit carnet. Et c'est le moment tant attendu où vous pouvez lever la main et on va s'approcher de vous, en tout cas notre régisseur. Une demi-heure de questions, maximum. Ce qui est déjà énorme. Et on va juste le temps de prendre la caméra portative pour pouvoir venir à vous, que les gens peuvent déjà lever la main s'ils ont envie. Et on fera dans l'ordre de ceux qui lèvent la main. Donc levez le plus vite possible si vous voulez passer en premier. Alors je vois tout au fond. Honneur aux dames. Aux dames. Oui. Alors on va apporter la caméra une fois que tout ça sera prêt. Et en même temps, je dois meubler, comme en radio. C'est ça, meubler? Pas des réclames. Je le fais bien. Alors oui, la pub pour les séminaires. Alors déjà, pour notre invité, on peut retrouver tous les ouvrages, tout le travail qui a été réalisé depuis, je le disais tout à l'heure, 98, sur tous les supports, la FNAC, sur Amazon, on retrouve tout là-bas. Oui, sur Internet, et puis sur le site spartanutrition.com. Spartanutrition.com. Voilà, ça c'est mon site, donc en plus des droits d'auteur, c'est pour les Spartacus. Voilà, j'aurai en plus la marge libraire pour moi, c'est ça. Ah, ça fait toujours plaisir. Donc autrement, on me retrouve sur ma chaîne YouTube. Sur Facebook aussi. Et sur Facebook. Qu'est-ce que tu fais un peu sur YouTube? Tu fais régulièrement des petites vidéos. C'est toi qui me l'as fait remarquer. Voilà. Non, ça fait 1h30 que j'attends celui-là. Non. Mais il faut savoir que la plupart des vidéos que je fais, ce sont des travaux pour des livres, si tu veux. Oui. C'est comme c'est des introductions. C'est des introductions, c'est même des passages de livres entiers. C'est-à-dire que moi, je suis un réactif, donc j'utilise les nouveaux supports, donc qui sont YouTube et qui sont Facebook. Comme je suis un réactif, je suis incapable d'écrire un livre comme ça me casse les couilles, je suis pas. Donc pour faire des, Ça confirme que même quand tu sais écrire 300 pages d'affilée, ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Donc j'ai trouvé le système, c'est pour ça que dans mes guides, je faisais des petites pages et j'ai trouvé le système. Je fais des petites vidéos qui sont en vérité des chapitres de livres que je reprends après. Donc c'est ma façon de travailler. Et toutes les réactions que j'ai sur Facebook, c'est souvent je suis un réactif, donc je réagis à des questions et je fais sur mon Facebook mon livre, si tu veux. Le Facebook, c'est Frédéric Delavier. Ouais, Frédéric Delavier, vous allez sur Frédéric Delavier. Voilà, je crois qu'on peut trouver facilement. Et pour Stéphane Edouard, c'est la même chose. Stéphane Edouard public sur Facebook. Oui, mat-consulting.fr pour les séminaires. Pour les séminaires, la nouvelle. Micro. Stéphane Edouard public sur Facebook, mat-consulting.fr pour les séminaires. Exactement. Avec une plateforme toute neuve où les séminaires sont très bien présentés. Ceux qui nous regardent sur YouTube aussi, il y a c'est meublé, il y a une question. Ah, il y a une question. Alors, je crois que c'était la jeune femme au fond. Non, ça sera juste la voix. Juste la voix. Si vous ne voulez pas passer, vous me faites juste un signe. Et si vous voulez passer, il n'y a pas de souci. J'ai une question en fait pour Monsieur Delavier. Je voudrais revenir sur votre notion de schizophrénie féminine. En fait, je vais être sûre de comprendre, je ne veux pas interpréter ce que vous dites. Vous dites que les femmes sont schizophrènes parce que d'un côté, elles veulent que les hommes soient constamment à la maison avec elles, etc. Mais qu'en même temps, elles veulent inconsciemment. De jupon, c'est bien ça? Elles cherchent la sécurité matérielle et la sécurité éducative, un papa qui est là, mais en même temps, elles sont attirées, et c'est au fond d'elles, par le coureur de jupons. Et ça, c'est génétique, parce que ça donnera à leur petit la possibilité d'avoir, par exemple, plusieurs femmes, d'être vigoureux et de transmettre, d'avoir plus de descendance. Donc c'est un problème, c'est-à-dire que d'un côté, tu assures quelques petits, en faisant une éducation très approfondie, dans une structure sociale, mais l'humanité c'est quand même c'est complexe socialement, donc tu peux, deux parents c'est fondamental, et d'un autre côté, tu peux optimiser les chances en ayant plusieurs par un mâle coureur de jupons, mais plusieurs où il ne fera pas attention. Donc c'est tout le temps, on est dans un problème. Qu'est-ce qui est le mieux, tu vois? Ça varie. Je voulais être sûre de comprendre. Voilà, donc en fait, moi je ne partage pas votre point de vue. Je ne veux pas parler pour toutes les femmes, mais j'ai plutôt l'impression que les femmes veulent un homme qui fasse sa part en fait à la maison, c'est-à-dire qui s'occupe
un petit peu aussi des enfants, qui fasse un petit peu la cuisine, mais qui en même temps ait assez d'énergie pour produire. Oui, mais le problème, c'est qu'un mec qui produit entreprend, en général, il entreprend aussi pour courir les culs. C'est le problème. Non, mais c'est la même pulsion, si tu veux. D'accord. Et vous ne pensez pas que ça rejoint un peu la notion de l'homme qui veut d'un côté une femme enfant, mais en même temps une femme qui soit suffisamment intelligente pour être son Oui, égale. aussi, c'est bien noté, ça doit être, c'est une bonne remarque. D'accord. Bon, c'est la schizophrénie miroir. Ouais. D'accord. Et vous ne pensez pas que les deux puissent couper la poire en Oui, deux après c'est une question d'adaptation, mais de toute façon l'un est bon dans un milieu, moi dans un autre, ça varie. Réconciliation. Après, quand on connaît ça, on peut à peu près faire le juste milieu, ou bien choisir, je vais prendre une femme enfant, elle est un peu con, mais je vais lui faire plein d'enfants, ou une femme, on peut choisir en fonction, tu vois. Mais bon, je pense que les femmes recherchent plus un homme à la base plus stable, si tu veux, mais elles ont encore au fond d'elles ce désir d'avoir un coureur. D'accord. Petite conne. Une femme enfant est une femme qui pense que tout lui est dû, qui rejette toute notion de contrainte et qui voit le monde comme un immense frigo auto-remplissant dans lequel elle puisse puiser à volonté parce qu'il est rempli et payé par d'autres. C'est ce qu'on a tous fait à un certain âge. Quand tu rentrais de l'école à 12 ans et demi, tu posais ton sac en vrac, tu posais tes chaussures en vrac, tes parents rangeaient ton sac et tes chaussures, et tu allais au frigo, tu mangeais et tu buvais et tu étais devant la télé. Et tu ne te demandais pas une seconde qu'est-ce que tu avais fait pour que le frigo s'auto-remplisse. C'est ça un enfant. C'est pas une notion de... J'ai pas le doigt divin pour décider qu'un tel est une conne ou pas. C'est la femme enfant et l'homme enfant sont des petits cons qui pensent que tout lui est dû, qui refusent que la jouissance soit attachée à un effort et à une production réelle. Donc, il n'y a pas de notion effort-récompense. Et le monde et les gens sont des frigos où tu ouvres, tu prends et tu laisses la porte ouverte et la porte se ferme toute seule. Tu vois. Et le frigo doit toujours marcher et toujours être plein et avoir ta marque de biscuits au chocolat préférée. Ça, c'est la femme enfant. Et ça, elle n'en sort, en général, jamais par la décision d'en sortir, mais on en sort par l'excès. On arrête l'excès de sucre en faisant une indigestion monumentale. Tu vois, comme on arrête la tequila en prenant une cuite monumentale. La femme enfant passe à la femme adulte par la débauche et les excès. C'est-à-dire que si je m'adresse à des parents dans cette pièce, si vos enfants en fin d'adolescence sont en phase de tout essayer et de ramener des gens chelous à la maison, c'est bon signe, c'est la fin. C'est-à-dire qu'il faut atteindre le réveil dans un lit douteux et avec une haleine douteuse et un être douteux à côté de soi, et se dire mais qu'est-ce que je fais là? Je gâche ma vie, j'ai picolé toute la soirée, je me suis fait ramener par un connard, je ne sais pas où je suis, son appartement est dégueulasse. C'est là qu'on grandit en fait. Hein, on grandit, il y a une belle citation de Nietzsche que j'ai pas en tête, on grandit en s'arrachant sa propre peau, on grandit dans la souffrance. Et on passe d'enfant à adulte. Adulte apparent, c'est autre chose, ça on y passe parfois parce que c'est les cycles du mois. Mais on passe d'enfant à adulte dans la souffrance, dans l'excès et dans la débauche. Hein, l'enfant grandit en se débectant lui-même, en rejetant sa phase de débauche, et tout à coup on arrête de fumer ou on fume beaucoup moins, on arrête de se mettre une mine à chaque soirée, on arrête de finir à 5h du matin dans le noctambus sur son vomi. C'est comme ça qu'on grandit en fait en réalité. Alors il y avait une autre question, je crois que c'était le jeune homme qui était juste à côté de la première question. Alors on vous écoute. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour Frédéric. Donc moi j'aurais une question par rapport à l'anorexie. Pourquoi l'anorexie est plus présente chez les femmes que chez les hommes? Je pense pas qu'il y ait vraiment d'hommes anorexiques. Et quelle est la définition radicale en fait de l'anorexie? Et aussi une deuxième question un peu plus provoque. On a tous en tête l'image des femmes, on va dire un peu fortes, au restaurant, qui mangent qu'une feuille de salade et qui disent je suis rassasié. Et en fait, il y avait quelqu'un sur le forum de Spike Séduction qui avait émis l'hypothèse que, en fait, chez certaines femmes, la zone du plaisir gustatif était intimement liée à la zone cérébrale du plaisir sexuel. Donc on ne fait pas ça en public, en fait, si vous voyez l'image. Alors j'aimerais avoir un commentaire sur cette analyse.
Je laisse Stéphane répondre. Je te laisse répondre. On vous écoute, monsieur. J'ai du mal à répondre pour ça. Merci Mathieu. Premièrement, je ne suis pas médecin, donc je ne sais de l'anorexie que ce que j'en ai entendu de gens plus intelligents que moi. Je sais que le paradoxe de l'anorexie, c'est que ça rend l'anorexique très fière, parce que plus elle maigrit, plus elle a... C'était une question à Valterio, ça, tu vois. C'était une question à la dernière conf qu'il fallait poser. L'anorexie est une forme de pouvoir et d'emprise sur soi-même. C'est-à-dire que chaque jour passé sans manger est une victoire. Hein, c'est comme pour comprendre On ne comprend un terroriste, pardon du parallèle, que quand on comprend que pour lui, c'est mieux après la mort qu'avant. Sinon, on ne comprend pas. Donc l'anorexique, chaque jour et chaque kilo en moins, c'est une victoire. Tu vois, elle a remporté une victoire sur son désir, sur la faim. Elle est plus forte qu'elle-même. Ça, c'est ce que je sais. Après... pour l'exemple de la feuille de salade, oui, dans l'inconscient, dans la littérature et dans l'inconscient, le dîner précède toujours... En fait, l'ordre, la séquence logique, c'est dîner, danse, sexe. Tu vois, c'est-à-dire que chaque action symbolique précède ce que l'on présuppose être la façon dont l'autre va se comporter pendant le sexe, quoi. Donc la danse précède le sexe, et puis on essaie de deviner si l'autre bouge bien son corps ou pas. Et le dîner, symboliquement, on peut penser, mais encore une fois, tu me prends garde baissée, tu me prends avec la garde baissée, et je n'ai pas préparé ces sujets-là, on peut se dire qu'effectivement, le dîner est un peu un prélude à ce qui va se passer après le coup de la feuille de salade, je ne sais pas. Autre question ? Là, ouais, à droite, monsieur avec la chemise bleue et la dame après. Voilà. Alors, le combat féministe est globalement construit sur l'idée que la fonction reproductive de la femme l'empêche d'être traitée d'égal à égal par rapport aux hommes sur le marché du travail, de par les congés maternité, etc. Est-ce que selon vous, c'est un argument juste ? Est-ce que les inégalités de salaire ne seraient pas dues à d'autres facteurs non naturels pour le coup ? On a les inégalités de salaire, on en avait parlé au début. Hein. Mais moi, je peux parler un peu du féminisme. Hein. Je pense que le féminisme, on en parle beaucoup, mais la véritable cause du féminisme, je ne parle pas du côté féministe qui a été repris par les industriels, ça, pour mettre les femmes dans les usines, tout ça, moins cher. C'est normal, on va les mettre dans les usines, on va pas les payer le même prix que les hommes, on va faire des économies. Hein. Oui, ça c'est. Précise ce que tu dis parce qu'un mauvais. Oui, non, mais c'est pas moi qui dis ça. Je pense comme un commerçant va penser. Moi, je pense pas comme ça. C'est comme je dis tout le temps quand j'explique les causes de pourquoi le requin a mangé le nageur. Je ne justifie pas les attaques du requin. Je dis pas c'est super, hein, mais c'est ça. Donc, je pense que la principale cause du féminisme, c'est la perte de fonction de la femme dans la société et le fait qu'elle avait perdu son côté social, son rôle social, c'est-à-dire qu'elle n'était plus en contact avec les autres femmes. Avec l'industrialisation, il y a eu les machines à laver, il y a eu tout ce que tu veux. Donc la femme s'est retrouvée à la maison à rien faire. Elle n'allait plus au lavoir rencontrer les copines, elle n'allait plus au marché rencontrer les copines à telle heure, elle n'allait plus à l'église ou ailleurs rencontrer les copines, discuter. Donc le fait d'avoir une machine à laver, d'appuyer un bouton, d'avoir ne pas plumer la poule, ne pas avoir à brouiller la poule, ne pas avoir à faire la cuisine, parce que pendant des heures, c'est pas du surgelé. Hein. On allait au marché, on discutait avec la nana, on prenait la poule, on allait récupérer les végétaux, on allait tout le temps, c'était pas évident, ça prenait beaucoup de temps. Donc elle s'est retrouvée à la maison, s'occupant des enfants, sans vie sociale. Et c'est invivable, c'est une horreur. Et la pauvre femme s'est retrouvée justement dans une situation monstrueuse, imagine en prison, tu vois, alors qu'avant, la femme était occupée en permanence à la maison, à nettoyer, il n'y avait pas l'aspirateur, hein, triple tête, machin, hein, il n'y avait rien. Ça répond pas trop à la question, puisque ça, vous m'expliquez qu'est-ce qui a créé du temps disponible pour le travail des femmes.
Et moi, ma question, c'est... On l'a expliqué au début. Non, vous ne pouvez pas expliquer ça. Je suis désolée. Enfin, moi, je suis désolée de faire ma chieuse. Hein. J'en reviens à cette question de départ. La question, c'était, voilà, vous parliez des trucs, là, des inégalités hommes-femmes au niveau tennistique avec Djokovic et tout ça. Mais au final, déjà, on ne sait pas si vous êtes pour ou contre. Et on ne sait surtout pas, parce qu'après, à part nous avoir dit, oui, ça vient de qui vend plus, etc., etc., au final, on reste sur notre fin. Enfin, moi, personnellement, j'attendais une réponse claire et nette de vous, déjà, savoir ce que vous en pensiez. Et si vous étiez on n'a pas été pour ou contre, on t'explique un système. Moi, je ne suis pas pour ou contre. Moi, je me détache de tout ça. Si on peut juste se détacher sur les origines, enfin sur l'idée, sur le déséquilibre du rapport de force entre les hommes et les femmes, puisque sur le marché du travail, c'est moins la force qu'on vend que ses capacités intellectuelles. La moyenne d'écart salarial annoncé à peu près partout tourne entre 17 et 23%. La moyenne, c'est à 20. C'est-à-dire que le chiffre annoncé dans la pensée dominante, c'est que les femmes gagnent partout dans le monde en moyenne, dans les pays civilisés et globalement occidentaux, 20% de moins. La réalité, c'est qu'on n'a jamais les conditions de mesure et que ce chiffre est calculé comme une espèce de moyenne de salaire de tous les hommes versus toutes les femmes, sans tenir compte des différences de responsabilité, de diplôme et de nombre d'heures. Si on prend l'exemple, par exemple, celui dont je me suis approché, qui est celui des médecins, ce qu'on voit dans le détail, c'est que, oui, il y a ce 20%, il est vrai, mais les femmes sont d'abord choisies des spécialités moins rémunératrices, comme la pédiatrie. La pédiatrie, ça paye moins que la cardiologie et que la chirurgie faciale et les greffes, et c'est comme ça. Donc demande-leur pourquoi elles choisissent la pédiatrie. Je ne peux pas répondre à cette question. Frédéric ne peut pas répondre à cette question. Pourquoi je choisis la pédiatrie? Non, oui, c'est une blague. Question rhétorique. La deuxième chose, c'est que les femmes, donc toujours dans l'exemple de la médecine, les femmes, même qui travaillent, sont plus nombreuses à choisir des mi-temps. Celles qui font des pleins temps travaillent en moyenne 5 à 10% moins d'heures que les hommes, prennent plus souvent des congés, notamment pour élever les enfants, arrêtent plus fréquemment de travailler après les premiers enfants. Donc quand tu prends tous ces facteurs en compte, il reste une petite différence qui n'est pas 20%, qui est beaucoup plus petite et qui devient de l'ordre du marginal. Voilà la réponse. Oui, non, mais sur les facteurs, bon, il y a d'autres questions, mais sur les facteurs qui font que les femmes vont prendre davantage de congés payés, par exemple. Non, j'ai pas dit de congés payés, j'ai dit de congés maternité. Est-ce que c'est, selon vous, c'est nécessaire? Congé maternité. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Enfin, je veux dire, est-ce que ça tient à un choix délibéré d'elles? Elles sont plus aptes à... C'est ça que vous sentez? C'est normal qu'elles prennent plus de congé maternité. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a la logique libérale et il y a la logique génétique. Un mec, il n'est pas capable de supporter longtemps un petit et de supporter le stress d'un petit en permanence, de se réveiller la nuit. Il va crever. Il est pas sur le même système hormonal. Non, mais il n'est pas sur le même système hormonal. C'est pas qu'il est inférieur ou supérieur. Explique-leur pourquoi il va crever. C'est que son système nerveux n'est pas fait pour ça. Une femme est capable d'allaiter, de se réveiller la nuit, d'allaiter, de se réveiller la nuit, d'allaiter. Un homme n'est pas capable. Il est capable de faire d'autres choses, de subir d'autres stress. Mais ça, c'est des milliers, des centaines de milliers d'années d'évolution. C'est tout. Ok. Tu mets un homme et il... Donc la fonction reproductive, c'est pas qu'elle n'est pas compatible, c'est qu'elle progressivement, elle s'adapte. Évidemment, au début, il y a des ratés, mais elle s'adapte. C'est tout. Mais tout s'adapte, autrement, il n'y a plus de monde. Et on s'adapte. Moi, j'étais avec un patron qui me disait j'en ai marre, j'embauche pas des femmes, parce que tu comprends, les femmes, elles ont des gamins, elles te payent elles ont un congé maternité, tu les as avec toi, et puis d'un seul coup, elles tombent en cloque, les connasses, et il me parlait comme ça. Et non, mais moi, je vous le dis, c'est pas moi qui pense comme j'étais en train de dire, connard, dans ma tête, si elles n'étaient pas là, tu n'aurais pas de monde. Mais le mec, il pensait, alors du coup, j'embauche plus des femmes, ça me gonfle, je vais pas en prendre une dans ce poste-là, parce que t'imagines, c'est un poste de direction, elle tombe en cloque, et je peux pas et elle est plus là. Et elle disait les connasses, il disait les connasses. Alors, primitif, le mec. Je crois qu'il y a une dame qui n'est pas une connasse qui attend sa question. On ne sait pas, madame. Mais ça s'adapte. Non, mais c'est lui, c'est pas moi qui dis, c'est le mec qui me disait ça en face, oui. Entre hommes qui discutent. Hein. Alors moi, je faisais ah oui. Dans ma tête, je disais quel con. Bon, et quel con parce qu'il est encore animal. Ok, bonjour.
La question, c'est donc, on a parlé du fait que pourquoi les hommes éventuellement nous tromperaient. Donc, je pense qu'on attendait tous la réponse. Mais j'entends aussi de plus en plus d'hommes qui me disent bon, ça va, vous nous trompez autant que nous maintenant. Donc, c'est un peu old school de penser que les hommes trompent plus leurs femmes. Donc, selon vous, pourquoi les femmes trompent de plus en plus, en tout cas soi-disant dans la société d'aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas parce qu'elles ont avant, elles dépendaient caloriquement 100% des hommes, et puis maintenant, le problème c'est qu'elles ne dépendent plus, donc elles ont moins de risques caloriques à aller tromper son mec. Hein. C'est-à-dire qu'elles pouvaient avoir on coupe tout, t'as plus rien, tu vois, alors que maintenant elles ont la sécurité de l'État quand même. C'est énergétique. Moi, il y a aussi ça, mais il y en a plusieurs bien sûr. J'ai une autre réponse que Frédéric, donc deuxième petit désaccord minime. Moi je pense que si les femmes trompent, j'ai pas dit plus les hommes que le contraire, j'ai dit si elles trompent plus les hommes qu'avant, c'est simplement parce qu'elles peuvent. C'est ce que je dis. La façon dont la société s'organisait en ville avant, les femmes n'étaient jamais dehors seules, elles n'allaient pas au café seules, et elles passaient leur temps à l'intérieur avec des nounous, ça c'est pour les femmes bourgeoises, les pauvres étaient au champ, et les bourgeoises allaient d'intérieur en intérieur, accompagnées en calèche, et elles n'étaient jamais seules. C'est-à-dire que pour rencontrer une femme, on passait par un intermédiaire qui s'appelait une marieuse, et la marieuse était en général une ex-nounou à la retraite, qui savait qui, dans la ville, était potentiellement célibataire, et il y avait des mois et des mois de tractation pour qu'un homme et une femme se rencontrent. Il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas Tinder. Il n'y avait pas Tinder, il n'y avait pas Apple, et il n'y avait pas les bars, les cafés, les boîtes de nuit et tous ces endroits. Donc on se trompait moins parce qu'on pouvait moins, tout simplement. Les femmes trompaient moins car elles avaient beaucoup moins de propositions. Je ne sais pas si tu es avec quelqu'un ou pas, mais si tu veux tromper ton copain, tu installes Tinder ou Apple. D'ici à demain minuit, tu as 800. Même ce soir. Même sans photo. Même sans photo. Tu mets une photo d'un cheveu, tu as 800 On a fait l'exemple avec une amie. Léo est venu me voir à Rome récemment. Une amie commune nous a montré son téléphone. Quel désespoir. C'est une fille adorable, c'est pas une bombasse. Elle avait 803 matchs qui attendaient comme ça. Qui attendaient sur Apple ou Tinder. Et c'est sincèrement pas une fille qui correspond au canon de beauté. Et ses photos n'étaient pas extrêmement retouchées. Elle avait 800 opportunités de tromper son mec. Et à 50 ans, tu n'avais pas 800 possibilités de tromper ton mec. Et les femmes évoluaient dans une société de femmes avant. Elles allaient au lavoir avec les femmes, ou dans les salons quand elles étaient bourgeoises entre femmes, c'était des sociétés de femmes. Et les hommes d'un côté à la production et les femmes à la vie interne. Quoi. Et toujours par rapport à cette histoire de tromper et pas tromper, c'est-à-dire sous-entendu de polygamie, je rappelle, grâce à mon excellente amie Aïdine, que je remercie pour m'avoir appris, que dans la société païenne, on avait le droit de se tromper 2 fois par an. Qui était à Pâques, c'est-à-dire maintenant, donc allez-y, vous avez jusqu'à demain soir, à Pâques et donc au vendange. Donc à Pâques, on sème, au vendange, on coupe, et c'était les 2 périodes de l'année. Ishtar, je crois, c'est ça, Aïdine? Ishtar, c'était les 2 périodes de l'année où les païens avaient le droit d'aller voir ailleurs. Donc l'invention de la monogamie, où il faut qu'on ait des enfants, du désir et de la protection tout le temps en permanence, est relativement récente et nous pousse à une schizophrénie qu'il est bon d'analyser. Oui, puis c'est tous ces trucs, comment c'est, Tinder, tout ça, moi je connais pas, mais j'ai vu les copines le faire, ça devient une maladie mentale. Non mais elles mettent n'importe quelle photo, n'importe quoi, même une feuille de papier, elles ont 500 matchs en une semaine, c'est insupportable. Et ça les rassure, et c'est un système pour être désangoissé en plus, comme la femme, à la base, devait pendant des milliers d'années, sa survie au fait de plaire. Le fait d'aller sur Tinder, sur tous ces sites, et de se montrer et d'avoir tous les mecs qui courent derrière, ça les rassure sur leur féminité, ça les désangoisse. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas forcément pour coucher, elles vont pour se sentir vivre et être désangoissées, c'est-à-dire « Ah, je ne vais pas mourir, je suis encore désirable, je peux encore survivre. » Non, mais c'est beaucoup plus séduire chez une femme, c'est beaucoup plus profond. Ça veut dire que ce n'est pas coucher, c'est se sentir exister, sentir qu'on ne va pas mourir. Pourquoi? Parce qu'on était nourri pendant des milliers d'années si on était désirable. Et à ce moment-là, on pouvait survivre, transmettre la vie. Donc, donc elles vont toutes là-dessus. J'ai des copines qui regardaient, elles allaient, c'était un site hongrois, ça doit être un Tinder, je sais pas, et puis elle était là, et c'est une maladie mentale, elle y allait en permanence, mais elle couchait pas. Hein? Alors tout juste se faisait-elle payer des restaurants, parce qu'encore, l'avantage c'est qu'on peut se faire payer des restaurants, et après dire qu'on est encore amoureux de son ex.
Donc ça permet d'être nourri, de faire des économies, d'être nourri à l'œil. Mais en même temps d'être désangoissé. Mais les mecs, ils ne savent pas, c'est des gros bêtas qui arrivent. Alors, comme dernière question. Dernière question, parce que ça y est, on arrive au bout. Qui lève la main? Oui, bah madame. Qui lève la main? Oui, bah madame. Bonjour. Je voulais poser une question à Monsieur Delavier. Tout à l'heure, vous avez expliqué pourquoi les hommes plus âgés étaient attirés par les femmes plus jeunes, pourquoi les femmes plus âgées n'étaient pas attirées par les hommes plus jeunes, mais vous n'avez pas parlé du fait que beaucoup de femmes jeunes sont attirées par des hommes plus âgés, alors que si on remonte à votre théorie, dans la jungle, peut-être que ça aurait été plus utile, c'est plus utile de se faire entretenir et nourrir par un homme jeune et vigoureux, et non pas par un homme plus âgé, et donc peut-être moins énergétique. En général, l'homme plus âgé, elles sont attirées par un homme plus âgé, mais pas un cheminot à la retraite, comme je dis tout le temps. Hein. C'est ça le problème. Elles sont attachées par l'homme plus âgé qui a assis, qui dans la société sa place et qui montre qu'il est un dominant. Et en général, on n'est pas un dominant quand on a 18 ans. Quand on a 18 ans, on est encore en train de se battre pour prendre la place des autres hommes. Donc c'est pour ça qu'on voit, par exemple, François Hollande avec une actrice plus jeune qui est attirée parce qu'il a une place de dominant. Tu vois, c'est un homme plus âgé. La femme n'est pas attirée uniquement par le physique. Hein, c'était Moscovici, je me souviens comment il s'appelle. Il y avait un qui était avec une petite jeune, Moscovici. Hein, Moscovici, il attirait une jeune étudiante, alors que, comme je dis, un cheminot de son âge, il a juste YouPorn, si tu veux, et puis Bobonne à côté. Non mais, donc c'est attiré par, c'est pas être vraiment plus âgé, c'est attiré par être un dominant. La femme, elle est attirée par le mâle alpha, le dominant, ou celui qui fait semblant d'être, celui qui a de l'énergie, qui pourra la protéger, parce que la maman, elle va porter un petit, et elle va devoir allaiter, donc elle va pas pouvoir travailler pendant pas mal de temps, ce qui énerve aussi les employeurs, dire, elle va coucher, tu vois. Mais donc, elle a besoin d'être protégée, donc elle a besoin de chercher un homme qui pourra la sécuriser. Donc, un mec, en général, plus âgé, qui pourra la faire survivre quand elle aura ses petits. Donc c'est génétiquement inscrit en elle, mais elle est aussi attirée par le jeune dynamique, parce que le jeune dynamique a un bel avenir devant lui, alors qu'un jeune un peu mou, comme ça, amoureux transi, celui-là, il va essayer de voir, il est mal. Tu vois. Alors, une dernière. Toutes dernières. Alors, battez-vous, madame, avec le monsieur à lunettes derrière. Madame, honneur. Alors, on écoute la dernière question. Je voudrais savoir s'il y a quelque chose à sauver dans le logiciel féminin. À tout. C'est une question pour moi, ça. Je sais pas pourquoi j'ai deviné. Oui, je pense que il y a beaucoup de choses à sauver dans le logiciel féminin. Déjà, toutes celles qui manquent au logiciel masculin. Je trouve que les femmes réagissent beaucoup mieux en cas de coup dur, ont une forme de solidarité construite, car moi je ne crois pas à la solidarité naturelle. Je ne crois pas que les hommes s'entraident naturellement, je ne crois pas qu'ils soient bons, je ne crois pas qu'ils se veuillent du bien, et je ne crois pas qu'ils soient empathiques. Je pense que l'empathie, la bienveillance, la solidarité et l'entraide se construisent et se déconstruisent temporairement en fonction des circonstances. Les femmes sont plus promptes à s'entraider, et à pérorer aussi parfois à d'autres moments, mais à s'entraider. Les femmes sont plus promptes, sont plus pertinentes à penser à long terme. L'homme pense avec sa quéquette, son désir, le court terme et le gain à court terme. La femme pense la relation sur sa plus longue durée. Je pense que la femme a une résistance supérieure à la douleur, au coup dur et une certaine forme de résilience qui manquerait à l'homme en tant que tel. Une société sans femme serait une société extrêmement guerrière. Et un dernier argument, ça pourrait être l'homme et la femme s'autodéfinissent. C'est-à-dire que si on perd l'autre sexe, on n'arrive plus à savoir qui on est. On se définit dans les regards de ceux qui nous aiment. J'ai tutoyé, pardon, je vais vous voyez. Quand on était petit, on se définissait par les yeux de nos parents et on avait besoin des deux. On a besoin de voir à quel point maman nous aime et à quel point papa nous admire ou vice-versa. Donc on ne se définit que par son complément, raison pour laquelle il faut se connaître soi et son complément. Il faut savoir ce qu'on peut attendre des hommes, ce qu'on peut attendre des femmes, pourquoi on en a besoin. Et encore une fois, le logiciel masculin est tout aussi perfectible, voire plus, que le logiciel féminin. Voilà.
J'ai Ceux eu qui peur. ne me connaissaient pas depuis assez longtemps, ceux qui me suivent depuis plus longtemps, savent que tous les biais, enfin, l'homme pour l'homme est un loup pour l'homme. Cette phrase n'est pas de moi. L'homme est un combattant qui s'entretue, qui pense qu'à sa gueule, qui veut. Enfin, je vais pas les lister ses défauts, mais encore une fois, on n'est pas dans une comparaison de liste. On est dans comment expliquer un sexe à l'autre qui ne le connaît pas et ne le comprend pas. En théorie, nous avons fini, mais comme c'est pas moi qui anime, je repasse le micro au maître de cérémonie. À lui de décider s'il veut laisser la parole à notre dernier invité. Bah, si on veut respecter la parité des questions, il faudrait lui laisser la parole. Alors, est-ce qu'elle est minuscule, microscopique, cette question? Oui. Alors, on vous écoute. J'avais en tête une formule de Zemmour, je crois, qui disait que... comment dire? Ouais, je sais, j'aurais peut-être pas dû dire, mais je sais que que pour différencier l'homme et la femme et être très synthétique, il disait que l'homme est à la pulsion de mort, ce que la femme est à la pulsion de vie, dans le sens où l'homme est agressif et il peut éventuellement tuer, même si là on n'est plus dans ce contexte-là. Je m'adresse plus à ce niveau-là, dans le contexte de l'évolution. L'agressivité de l'homme, ça peut être un facteur positif dans la quête de survie. Et la femme, donc pulsion de vie, puisqu'elle enfante. Ah ouais, t'as répondu. On a tout dit. Bah oui. Il a fait. L'homme défend le territoire et va chercher la calorie, et puis la femme donne la vie. C'est la matrice. Bah oui, c'est une base. Hein. Donc aujourd'hui, à 16h. Mais ça a changé un peu, bien sûr, maintenant, parce qu'il y a l'aide de l'État. Oui, d'ailleurs, si je peux très rapidement, du coup, on a un peu le sentiment qu'il y a beaucoup de changements récents, je parle au niveau sociétal, déjà dans l'organisation du travail, avec le salariat, le tertiaire qui est arrivé, le fait que les hommes fassent plus la guerre. On l'a fait encore, on l'a quand même. Il y a toujours la guerre pour la calorie. Non mais nous, je veux dire, ici, moi j'ai jamais fait la guerre, j'ai pas fait le service militaire. Oui, directement, quand tu as de l'essence pas chère, c'est que tu la récupères, c'est qu'il y en a qui la font pour toi. Ma question c'était du coup, quelles conséquences sur l'évolution? Parce que ça change les rapports hommes-femmes. Quelles conséquences selon vous sur l'évolution Bon. Merci. Merci. On la voit arriver, progressivement il y a un changement. Mais après, on s'adapte. Puis après, les sociétés peuvent changer dans un sens ou dans un autre. Hein. C'est sur ces bons mots que nous repartons réconciliés avec l'autre sexe, hommes et femmes. C'était donc conférence. Nous sommes le 27 mars, je l'ai déjà dit. Merci. Spartanutrition.com. Voilà. Il n'y a pas de tiret. Ceci dit, il n'y a jamais eu de guerre puisqu'on est là. Donc, oui, voilà. S'il y avait eu une guerre, on ne serait pas là. Hein. L'espèce a survécu. L'espèce a survécu et elle va continuer à survivre. Voilà. Allons la faire voilà. Aimons-nous les uns les autres et faisons des petits bébés. Et avant de s'aimer, il faut se comprendre. C'est le but d'aujourd'hui, vous donner des éléments de lecture du cerveau masculin et féminin qu'on ne lit pas dans la presse féminine. Si vous avez déjà lu, entendu ou vu dans un média grand public un des arguments que j'ai listés aujourd'hui, je vous paye un café après la conférence. Voilà. On vous remercie, spartanutrition.com et mat-consulting.fr pour tous les séminaires de Stéphane Edouard. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine conférence, peut-être. Merci à tous.